pense qu'il y a de bonnes raisons pour qu'on défende le féminisme, le pacifisme, etc. aujourd'hui. Sur la question du féminisme, il y a le capitalisme a besoin, enfin, c'est par rapport aux salariés, mais c'est par rapport aussi à la double journée des femmes, de travail non payé. Donc, c'est pas la peine d'augmenter le salaire des hommes si une partie du travail des femmes, faire des concerts, des choses comme ça, s'occuper des enfants, n'a pas besoin de passer au niveau salarié, les femmes à la maison, etc. Voilà. Donc le capitalisme entretient ça. Voilà. Je pense que c'est important de le rappeler, cette question de la double journée. Alors moi je suis pour, effectivement, pour que les hommes participent, etc. Et il y a toujours une inégalité assez terrible. Bon, après sur la question... Est-ce que je peux juste vous répondre, puis après vous... Oui. Il y a dans le mouvement féministe, aujourd'hui, il y a un petit pourcentage avec lequel je suis pas en complet désaccord, qui réclame le salaire maternel pour les tâches qui sont invisibles et faites à la maison. Et vous avez absolument raison de dire qu'on n'a pas à payer un salaire maternel si on partage, hommes et femmes, si on partage les tâches domestiques. Voilà, ça on a absolument l'argument pour contrer ça. Mais ça n'empêche et que ce travail, tous les travaux qu'on fait à la maison se retrouvent collectivement dans d'autres endroits. Je pense, par exemple, quand on a la possibilité d'avoir, par exemple, ses parents âgés à la maison et qu'on s'en occupe, c'est bien. Mais quand les parents âgés sont tout seuls, qui sont les personnes qui vont s'occuper des gens au domicile? 1, ce sont les femmes. 2, ce sont les femmes immigrées. C'est elles, non qualifiées, parce que le travail à la maison est dit non qualifié, quand il devient salarié, il est aussi non qualifié. Et là, il y a une bagarre syndicale très forte à mener. Pour que et on le voit, il y a des grèves aussi de femmes, femmes de ménage dans les hôtels, par exemple, etc. Et il y a un travail très fort au plan syndical, mais au plan féministe, pour reconnaître que les femmes immigrées qu'aujourd'hui on embauche dans les hôtels, dans les restaurants, dans les services à la personne, puisque voilà, on a inventé ce secteur de service à la personne, eh bien, qu'on revendique que ces emplois-là doivent être rémunérés à sa juste valeur, parce que c'est bien parce que ce travail est fait à la maison non payé, qu'à l'extérieur, il est mal payé. Voilà, je voulais souligner ça parce que c'est une réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça nous renvoie à ce qui se passait au début du siècle avec ces femmes qui allaient travailler comme boniches et servantes. C'est la même économie. Après, je voulais avoir un point de contestation. Oui. Effectivement, bon, il y a 4 empires qui se sont effondrés, oui. Mais que ces 4 empires s'effondrent, c'est pas forcément un problème, en particulier pour la Russie. Moi, je trouve quand même que les acquis de la révolution russe, en particulier vis-à-vis des femmes, c'est pas acceptable de dire que c'était une catastrophe, quoi. Hein. Et d'autre part, les femmes... Alors, moi je suis d'accord pour dire... Avec Alexandra Kollontai, mais elle n'a pas fait... Elle n'était pas toute seule. Non, non. Hein, bon, d'accord. Hein. Mais quand même, je veux dire que... Je rappelle que Staline a... Mais ça, c'est après. Ouais. Non, mais quand on parle d'un empire... Alors, peut-être c'est un raccourci, mais c'est bien qu'on en discute. Hein. Quand on parle d'un empire qui s'effondre, il y a autre chose qui va arriver. Mais, alors, on n'a sûrement pas le même regard sur la période bolchevique, hein, mais c'est pas grave, on sait qu'on n'est pas du même côté, puis c'est pas grave. Là. On n'en a pas encore discuté. Voilà, oui, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas grave, en soi, c'est pas grave. Ce qui
est aujourd'hui grave, c'est les conséquences que ça a donné entre Staline et Poutine. Je veux dire, on a un empire qui s'est démantelé, on a un nouvel empire qui se reconstruit. Voilà, c'est ça aussi que je veux le remettre sur une période historique plus longue. Hein. Oui, moi je pense quand même qu'il faut quand même rappeler que à la suite de la Révolution d'octobre, les femmes ont eu le droit de vote, l'avortement, la reconnaissance des enfants légitimes, des mesures de santé dans des conditions extrêmement difficiles, et le droit de vote, même pour ce qui concerne l'Empire ottoman, les kémalistes ont donné le droit de vote aux femmes en 1920 ou 21, un truc comme ça. Et en France, c'est quand ? Alors, moi, la démocratie française, la République française, avec tous les ornements, les lauriers, etc., qu'on se tresse, et, disons, reprendre pour nous les arguments de la bourgeoisie, c'est difficilement acceptable. Voilà. Alors, je pense que tout le monde sait qu'Alexandra Kollontai a été la première ministre du monde. Elle a été la première ambassadrice du monde, hein, quand même. C'était une sacrée femme. Et c'est vrai qu'elle a fait passer, y compris tout ce que vous avez dit, et autre chose qui est très importante, la dépénalisation de l'homosexualité. Quand même, on ne s'attend pas à ça aujourd'hui quand on voit tout ce qui se passe, y compris en Russie. Hein, voilà. Mais malheureusement, ça, un certain nombre, autant les crèches ont persisté hein, pendant toute la période, autant le droit à l'avortement il a été arrêté en 1927, je crois. Et la contraception a été très vite arrêtée aussi, hein, en termes de droit applicable, on va dire. Hein, voilà. Léo. Oui, moi je voulais souligner que tu as parlé d'égalité dans la fonction publique et l'enseignement entre les hommes et les femmes. Bon, avec mon épouse, on a la même carrière. On était professeur de CET, Collège d'enseignement technique et lycée professionnel. Elle a même commencé 2 ans avant moi. Et en fin de carrière, il y a 150 € d'écart par mois. Et pour la même carrière. Parce que les congés maternité, tout ça, ne sont pas tout à fait reconnus. D'accord. Donc l'homme touche 150 € de plus par mois. Sur la pension de retraite, Oui. c'est ça? Alors... Il n'y a pas égalité. Il n'y a pas égalité. Dans l'enseignement, moi j'ai dit, et c'est vrai, qu'il y a les mêmes salaires, sauf qu'il n'y a pas la même carrière. Voilà, il y a 2 éléments à prendre en compte. Il y a le salaire et la carrière. Et là, c'est Rachel Silvera pour la CGT qui explique dans son livre le quart en moins, un indice qu'on peut calculer en termes de carrière pour voir le différentiel qu'il y a au bout de quelques années, même quand le salaire au départ était égal. Je vous renvoie au livre de Rachel Silvera, parce qu'elle fait, alors elle c'est une politologue, hein, enfin, moi je croyais qu'elle était sociologue, mais elle est en fait politologue, elle travaille pour la CGT maintenant, et elle fait des formations extrêmement intéressantes pour calculer comment on peut réclamer un dû, qui est indu, voilà, quand on regarde la carrière et pas simplement que le salaire. J'ajouterais, j'avais une petite remarque, dans notre syndicat CGT, de l'enseignement, il y avait une grande figure, Paulette Cavalier, je pense. Ouais. Elle vient de décéder, 98 ans, Ouais. et elle s'est beaucoup battue pour le droit des femmes. Ouais. Et d'ailleurs, je vais aller à son enterrement lundi à Aubagne. J'ai le camarade qui a demandé la parole. Est-ce que je suis hors sujet sur une remarque sur la paix et la guerre? Non, pas tout à fait. Parce que non, je veux dire la guerre hier et la guerre aujourd'hui et demain. 14-18 a consisté, je crois, à opposer les peuples entre eux pour 3 raisons.
La première, ça permet dans chaque pays d'exploiter davantage, femmes et hommes, c'est des modalités différentes. La deuxième, c'est que ça permet d'accroître aussi les profits de guerre. Et la troisième, que c'est qu'un partage du monde. Et ça, je parle pas si fort. Ah, pardon. Et ça a un certain nombre de conséquences. Je crois qu'on ne peut pas toutes les mettre dans le même sens, parce que la révolution d'octobre, on reviendra sur février si on a le temps, la première base de cette révolution, c'est l'aspiration à la paix. C'est ça qui a, c'est les désertions des soldats, et une des premières conséquences de la victoire de la révolution d'octobre, c'est le retrait de la Russie de la guerre, c'est-à-dire l'économie de millions de vies d'hommes et de femmes au sacrifice d'intérêts qui n'étaient pas les leurs. Un petit mot quand même, parce que c'est aussi, tu as mentionné la question de l'union sacrée. C'est bien précisément par refus de l'union sacrée, en Russie comme en France. En Russie parce que le gouvernement les gouvernements provisoires issus de février, ayant balayé le tsar, ont continué la même politique, notamment de guerre. Et c'est ce refus d'union sacrée qui est à la base d'octobre, ainsi que l'autoconvocation de la paix et la terre, et c'est identique en France. La ligne du mouvement ouvrier, pour faire gros, dans un certain nombre de congrès, par exemple le congrès de Bâle et tout ça, c'était de s'opposer à la guerre, la voie de Jaurès, assassiner plutôt et compagnie, mais sitôt la guerre déclenchée, ce qu'on peut obliger de... Je ne suis pas un historien spécialiste, mais je crois qu'on sera d'accord pour dire que le reniement de ces engagements et la création de la Troisième Internationale, tu as dit, est précisément la base de ce refus, de l'étranglement des peuples. Un petit mot sur, quand même, tu as mentionné Kollontai, il y a plein d'autres de femmes. Je parlais dans la Révolution allemande écrasée Rosa Luxembourg, je pourrais citer Jeanne Labour, Inès Sermon, plein. Ce que je veux dire, c'est pas surtout n'importe quoi. Entre la lutte des prolétaires, plutôt quoi ce mot qu'on emploie volontiers, et la lutte de la femme, il y avait une symbiose étroite. Et je ne crois pas qu'on puisse dire que les bolcheviks ont traité ça à la légère, pas du tout, y compris à cause des noms que tu as cités. Par contre, là vraiment où j'ai mal compris, la fin de l'Empire côté Révolution d'Octobre, que je ne considère pas comme un événement dénué de conséquences, y compris de nos jours. L'autre, c'est l'écrasement de l'Empire allemand, l'écrasement de la Révolution allemande, français, et Hitler, c'est quand même pas la même voie. C'est quand même l'écrasement du mouvement ouvrier, et je ne parlerai pas du sort des femmes, tu as des trois mots que tu connais, Kinder, etc., que tout le monde connaît, généralement. C'est quand même au service des grands trusts, des groupes, des Thyssen, etc., l'espace vital, la guerre, à tout prix, je veux dire. Donc je ne crois pas que ça a été un peu rapide de dire à la fin des empires, comme si Wilson, Hitler, Lénine, et puis bon, Lénine, Staline, Khrouchtchev, Gorbatchev, Poutine. Non, soyons assez précis dans la peur. Un mot encore sur la question de la guerre aujourd'hui. Parce que je ne sais plus quel philosophe ou politicien disait, la guerre c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, la conversion des politiques par d'autres moyens. Je ne sais pas, peu importe qui d'ailleurs, mais enfin je partage cette idée. Mais aujourd'hui, c'est très vrai, parce que bon, après qu'on pense ce qu'on veut de 14-18, et je pense comme la majorité d'entre vous, ou la totalité d'entre vous, bien entendu, mais aujourd'hui, est-ce toujours vrai? Quand il y a un enfant qui meurt de faim dans le monde toutes les 4 secondes et demie, est-ce que c'est sans rapport avec le fait, je ne prends que l'Amérique latine, que $1 américain investi en Amérique latine en rapporte 4? Lorsque se multiplient des maladies que l'histoire à éradiquer réapparaissent aujourd'hui, ou quand on a des flots de migration de peuples qui sont obligés de fuir la guerre, la misère, est-ce que c'est sans rapport, je parle économie là, avec les dictats du FMI, comment dire, oui, les dictats, c'est le mot, pour asservir l'économie, la mettre au service, il y a pillage de la planète. Et quel est le lien avec les questions de paix et de guerre, qui sont quand même, je crois, étroitement liées? Si on a aujourd'hui un Trump, je ne veux pas viser Trump spécialement, il a le mérite d'être à la fois extrêmement machiste et extrêmement belliciste, ça éclaire un peu la liaison des débats. Mais je ne dis pas pour autant que Mme Clinton est plus pacifiste en rien. Je ne sais pas, j'ai écouté beaucoup d'intérêt de l'intervention, mais ni Mme Thatcher, ni beaucoup d'autres, ni la Mme Parizeau, l'expert là, ne sont de mes amis, on soit bien d'accord là-dessus. Mais
Aujourd'hui, si Trump, en tant que symbole, hein, peut lancer des campagnes, donner la liste des États voyous, menacer de rayer un État de la carte, etc., c'est bien que les racines de la guerre économique et de la guerre tout court sont liées. Et je ne veux pas vider Trump spécialement, parce que la France, pardon, pas la France, au nom de la France, c'est pas la France. C'est pas la France de la commune, c'est pas notre France à nous. C'est pas la France du Front populaire, c'est pas. Mais au nom de la France, on intervient dans 31 pays. On fomente des conflits ethniques et religieux, on instrumentalise. Donc ces questions, et là-dedans, la question des femmes est pleinement posée. Je veux dire, hein, dans des peuples qui sont pas détaillés en Afrique. Donc, par conséquent, ces questions sociétales que tu évoques, et ces questions de choix de société tout court, ce que tu as dit, je partage, c'est bien le capitalisme qui est en cause, et qui va en aggravant les débats. Donc les questions de la paix, de la guerre et de la justice la plus élémentaire me paraissent étroitement liées avec un choix de société. Cette société-là, c'est pas la même. Non, mais je suis d'accord, hein, je crois que ma question aujourd'hui, c'était de regarder du point de vue des femmes. Mais évidemment, je me situe dans le camp anticapitaliste. Voilà, parce que je sais très bien qu'on utilise, y compris les femmes, au nom du capitalisme. C'est évident. Or, quand on parle des migrants aujourd'hui, on oublie souvent les migrantes. Et elles sont nombreuses. Elles n'arrivent pas toutes en Europe. Alors du coup, on ne voit pas grand-chose des migrantes. Parce qu'il faut y arriver quand même en Europe. Hein. Si on ne sombre pas dans la Méditerranée ou si on n'est pas violé et trucidé à chaque passage de frontière. Mais les femmes qui migrent, mais c'est énorme. Quand on regarde la Chine, quand on regarde du côté du monde asiatique, on n'a jamais eu autant de migrantes. Les femmes vont se faire embaucher comme boniche. Hein, excusez-moi, mais je n'arrive pas à trouver un autre mot que comme boniche partout dans le monde entier. Hein. L'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, les femmes en payent un prix fort quand elles sont indiennes et qu'elles défendent le sol et qu'elles défendent le sol pour pas qu'il soit pillé comme il peut être pillé. On les assassine de la même façon. Et là, pire que tout, quand on les assassine, c'est pour ça qu'on appelle féminicide aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on les démembre et on les met en exposition le long de la route. Hein. Voilà. Et puis, je ne vais pas parler de l'Afrique. Bon, mais c'est bien sûr, ce capitalisme lié au patriarcat, hein, les deux ensemble, qui font que tous les peuples sont assujettis voilà, et aux puissants qui s'enrichissent et qu'on n'a rien à foutre de l'être humain. Là, je dis l'être humain dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants, parce que on le voit bien, même la prostitution, on prostitue des enfants aujourd'hui. Hein, voilà. Oui. Oui, non, mais... J'ai trois intervenants. Alors, Morgane d'abord. Je rajouterais pas grand-chose vu que le camarade qui s'assoit devant, dont le prénom m'échappe pour l'instant. René. René, voilà, c'est ça, René Barthes. C'est ça? Voilà. Rien, il a tout dit. Et puis je n'ajouterai qu'une chose, c'est que, comme disait Jaurès, le capitalisme porte en lui les germes de la guerre, comme le porte l'orage. Voilà. Attends, parce qu'il y a Claude là-bas qui a demandé la parole. Oui, À toi. Je voulais remercier pour le... Alors, il y a Jean-Claude qui a passé toi. Il m'a manqué une toute petite chose, c'est on a beaucoup parlé des gens qui étaient positivement actifs dans l'évolution des mœurs, la place des femmes, leur salaire, etc. Mais j'ai pas entendu parler de l'ennemi, c'est-à-dire l'Église, le pouvoir, on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé de la résistance en face. C'est ça qui m'a manqué. Voilà. Alors, hier soir, j'ai parlé du syndicalisme chrétien. Voilà. J'ai parlé de ça parce que
comme les femmes n'avaient pas le droit de se syndiquer, les chrétiens, ils se sont ouverts aux femmes et les premiers syndicats, hormis évidemment les enseignantes, hein, voilà, puis quelques syndicats où il y avait quand même des femmes, mais massivement, le syndicalisme chrétien s'est ouvert aux femmes, ils ont fait des syndicats de femmes. Bon, ça a eu son temps, hein, et puis les femmes, une fois qu'elles ont démontré qu'elles étaient capables de faire grève et de mener la grève et d'être comme les hommes, elles ont rejoint les syndicats ouvriers, je les appelais ouvriers, ceux-là. Voilà. Mais c'est vrai que ils savent faire, hein. Ils savent faire. Et quand je parlais des ouvroirs, avec les femmes de bonne famille, on sait très bien que derrière les ouvroirs et l'exploitation des femmes dans les ouvroirs, les femmes de bonne famille, qui elles étaient, si elles n'étaient pas catholiques, et c'était pour le bien du soldat, bien sûr. J'ai posé cette question parce que je pense qu'encore aujourd'hui, quand vous avez dit que le combat n'était pas terminé, etc., je pense qu'encore aujourd'hui, tout l'establishment catholique et, disons, religion en général, joue un rôle important dans la résistance à tous les mouvements d'évolution de la société. Il n'a pas été assez. Alors, ça y est, j'ai Jean-Claude et Jacques ensuite. Vas-y Jean-Claude. Oui, moi je ne partage pas la vision que tu as de l'acquis de la révolution d'octobre de 1917, et je suis plutôt de l'avis de René, tel qu'il l'a exposé, au moins jusqu'à ce que le stalinisme s'impose et casse un certain nombre d'acquis de la révolution de 1917. Mais par contre, je pense qu'il faut voir que ton exposé, c'était aussi un exposé sur le féminisme, celle de 1914, de la guerre, de 1914, 1917, 1918, et que je pense que c'est toujours une lecture qui est utile, y compris pour le mouvement ouvrier, parce que ça permet de creuser un certain nombre de choses, comme l'est par ailleurs, par exemple, aux USA, la volonté d'un certain nombre de camarades de construire un parti noir, parce que c'est une minorité opprimée, et qu'il faut bien aussi que ces opprimés, encore plus opprimés que la majorité, puissent s'exprimer d'une façon ou d'une autre et faire valoir leurs intérêts. Je pense que ça, c'est utile. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en France, dans la France d'aujourd'hui, 160 000 contrats aidés vont être mis à la porte par ce gouvernement, et je ne protège pas du tout les contrats aidés, le système des contrats aidés, mais que tout partout en France ces derniers mois, il y a eu des manifestations dans les préfectures, auprès des inspections académiques pour le réemploi de ces personnes, et on s'aperçoit en fait que ces contrats aidés, la grande majorité, en ce qui concerne l'éducation nationale, qui est pourtant un des ministères régaliens les plus en vue, la grande majorité, c'est-à-dire 95%, ce sont des femmes qui sont payées à 700 €, 600 €, et même maintenant on leur propose des contrats civiques à 500 €, 500 et quelques euros, et donc il y a encore du travail à faire de ce point de vue-là, du point de vue d'une égalité de traitement, et le syndicalisme a tout intérêt à réclamer la titularisation sur les postes statutaires de ces personnels, de façon à ce que, effectivement, ça soit un élément de plus dans le combat pour l'égalité. La dernière question que sur la guerre, effectivement, je partage ce que dit René, on est en guerre de partout. Donc, et je pense que la guerre, le combat, il est aussi bien contre la guerre elle-même que contre l'exploitation qui la nourrit et qui l'entretient, et que, c'est important. Et la dernière chose que je voulais, c'est une question par rapport à Maria Borelli. J'ai lu quelque part que Maria Borelli, au moins, jusqu'à la guerre de 40, elle était, y compris à ses débuts, syndicaliste, enseignante,
qu'elle avait fondé le syndicat des enseignants d'ailleurs sur le 04. Ensuite, qu'elle avait été antimilitariste, féministe, socialiste, enfin bon, qu'elle avait évolué. Et même si à la fin de sa vie, comment dire, bon, est-ce que, comment dire, tu aurais plus comment dire, de renseignements sur cette personne qui, dans le 04, est, comment dire, du point de vue de la littérature, une personne de référence, et je pense peut-être du point de vue du féminisme. Non, mais est-ce que vous avez regardé dans le Métron, par exemple, est-ce qu'elle apparaît dans le dictionnaire du Métron? Je n'ai pas regardé. C'est une mine d'or. Moi, je l'ai beaucoup utilisé, hein, le Métron aussi, parce que... Et d'ailleurs, dans mes lectures, quand j'étais en panne, je demandais au Métron de voir si ils pouvaient m'aider. Et il y a eu des fois, ils m'ont dit, nous aussi on est en panne et on aimerait en avoir un petit peu plus. Voilà. Alors, il faut regarder, parce que, non, je ne la connais pas, donc je ne vais pas parler de ça, mais il faut regarder dans le dictionnaire du Métron, parce que il y a quand même énormément de femmes qui sont rentrées dedans. Hein, il y a des historiennes qui veillent à ce qu'on n'oublie pas les femmes. Donc, parce que les hommes un peu connus, ça va de soi, mais les femmes, même un peu connues, des fois elles risquent d'être oubliées si on ne pointe pas ça. Et peut-être qu'elle y est dedans, je ne sais pas, il faudrait regarder. Hein. Parce qu'à la fin de sa vie, elle devait être influencée par Alexandra d'Avigné, Oui. dérivée, je crois. Mais bon, je pense que, comment dire, jusqu'en 1940-45, je suis désolée. Ça y est. Jacques, s'il te plaît. Oui, par rapport à l'effondrement des empires, qui en fait c'est des déstructurations de société qui étaient qui synthétisaient des tas de civilisations, des tas de cultures, des tas de peuples. Dans ce sens, l'effondrement de la Russie, de l'empire russe, ça a amené des catastrophes postérieures, mais dans énormément de domaines aussi. Et c'est pas le fait des gens qui ont fait la révolution à l'intérieur qu'il y a eu toutes les catastrophes qui ont suivi. Mais ce qui m'a attiré l'attention dans votre description, c'est par rapport aux États-Unis. Les États-Unis, vous avez dit, comme par hasard, ils rentrent dans la guerre après que la Russie s'en soit retirée. J'ai eu des analyses d'historiens qui disent que c'est absolument pas un hasard, parce que le capitalisme américain s'était tellement investi du côté de la France et de l'Angleterre qu'il était hors de question qu'il laisse perdre la France et l'Angleterre, parce qu'à ce moment-là, ils perdaient leurs billes, ils perdaient leur fortune. Et c'est parce que le peuple américain, je crois, je ne sais pas si c'est majoritaire, mais il y avait une forte tendance au pacifisme chez les Américains. Il y avait d'ailleurs aussi, à l'époque, pour London, il y avait aussi une forte tendance au socialisme. Le terme de l'époque, un socialisme de l'époque. Et les mouvements féministes aux États-Unis étaient très très forts aussi. Mais ça a amené à la... Comment ça s'appelle? C'était le problème de la lutte contre l'alcool, pour éviter que ça tue les hommes et que l'argent perd. Aux États-Unis, la lutte a été surtout pour les femmes, je crois, les grands mouvements ont réussi pour la prohibition. Mais les États-Unis sont rentrés en guerre, il y a eu une grande campagne pour que les États-Unis rentrent en guerre, parce que le capitalisme aux États-Unis ne voulait pas perdre sa mise. En fait, c'est pas du tout un hasard si les États-Unis sont rentrés en guerre alors que la population ne voulait pas. Peut-être que j'ai utilisé le terme de hasard d'une façon ironique. Ah bah, parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais voilà, parce que le hasard, vous y croyez, vous? Voilà, c'est plutôt ça que c'était d'une façon ironique. Quelque chose qui n'est pas anecdotique, mais quand même vous parlez d'internationalisme. Mais depuis 1907, dans un pays indépendant, les femmes avaient le droit de vote. La Norvège. Pardon? La Norvège. Non, c'est en Amérique latine. Ah ouais. C'est en Uruguay. Et pays qui continue, d'ailleurs, qui a toujours des traditions progressistes. On voit encore ces dernières années l'Uruguay, ce qu'ils arrivent à promouvoir au plan sociétal. Et c'est le premier pays où les femmes ont le droit de vote. Bien, je sais pas. Et sans parler, alors le travail des femmes a existé de tout temps dans les campagnes. L'Angélus de Milet, qu'est-ce qu'on voit? On voit la femme à côté de l'homme en train de faire les moissons.
c'était aussi avant seulement les femmes avaient des travaux, participaient à des travaux extrêmement durs. Et vous avez parlé des sardinières tout à l'heure. Mais le mouvement des sardinières de Douarnenez, elles ne demandaient pas le même salaire que les hommes n'avaient pas ce travail, les hommes allaient à la pêche. Mais elles étaient payées de façon dramatique pour travailler jour et nuit au moment où le poisson arrivait. Et elles ont fait une grève de je ne sais pas combien de semaines. Elles se sont organisées elles-mêmes. On appelle ça, je crois, les peines sardines. À Douarnenez, il y a eu un mouvement fabuleux, mais de femmes entre elles, et qui ont eu gain de cause, alors qu'à l'époque, elles avaient tout ce qui était gros négociants contre elles, et toute la société. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Elles ont fait plusieurs grèves. Hein. On parle des peines sardines, parce que ça a été une grosse grève. Mais elles ont fait, au cours de 30 ans, elles ont fait je ne sais pas combien de grèves. Oui, les sardinières. Je vais vous donner par exemple, en 1905, il y avait 4000 sardinières de Douarnenez qui se mettent en grève pour ne plus être payées aux pièces mais à l'heure, menacées du clergé, alors ça c'est pour notre camarade qui demandait si j'en parlais, oui, menace du clergé à l'égard de celles qui se laisseraient entraîner par le syndicat, qui, du coup, enregistre 1500 adhésions. Voilà. Bravo le clergé. Hein. Voilà. Voilà. Je cite ça en 1905. C'est-à-dire, là, je cite quelques grèves de femmes avant 14, parce que ne faudrait pas croire qu'elles ont attendu 14 ou même le syndicalisme pour se mettre en grève. Hein. Voilà. Ouais. Une chose, pendant le travail des femmes, il ne faut pas oublier, c'est dans les mines. Ouais. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, quand on va vers là où Jaurès était là, dans les mines du sud, je ne sais pas quoi, on voit, c'est dans des mines plus proches en bas des Cévennes, et on voit qu'il y a un musée qui a été reconstitué, qui est fabuleux. On voit que tout le XIXe siècle, on voit que ce sont les familles. Alors les familles, ce sont les enfants qui vont creuser parce qu'ils passent mieux que les hommes au fond des galeries. Les hommes passent le minerai derrière et ce sont les femmes qui poussent les wagons. Quand l'homme est blessé, c'est toute la famille qui meurt de faim. C'est de là la tentation, et on le voit dans le Germinal de Zola, c'est de là que la tentation, et c'est venu au sud, hein, puisque le drame des gens qui voulaient une caisse de secours pour les familles, l'armée leur a tiré dessus, ça c'était dans le Forêt, je crois. C'était au nord de Saint-Étienne, et c'est là que l'armée a tiré sur les gens qui allaient demander des caisses de secours, parce que les familles, en fait, les familles c'était les femmes. Et les gens mouraient de faim parce qu'il n'y avait aucune indemnisation. Vas-y, Raymond. Ce n'est pas pour intervenir dans la discussion, c'est pour vous donner une petite information si vous m'accordez une minute. Vous avez vu tout à l'heure que je suis absenté pour me rendre devant le monument aux morts, où nous irons cet après-midi, le monument aux morts pacifistes, pour assister à la cérémonie habituelle, c'est le cas de le dire, qui se déroule chaque année, ici comme ailleurs. Mais ici, je peux vous garantir que c'est vraiment une cérémonie conventionnelle. Le maire lit la déclaration de la sous-ministre des anciens combattants, puis on fait l'appel aux morts pour la France, et on termine par une Marseillaise. Mais cette année, il y a eu un fait nouveau. Une institutrice, qui est la nouvelle directrice de l'école ici à Château-Arnoux, a pris l'initiative de proposer au maire d'amener quelques enfants pour chanter quelque chose devant le monument aux morts. Et comme le maire et ses prédécesseurs aussi se plaignaient énormément du fait qu'il n'y a pratiquement jamais d'enfants devant le monument aux morts, il a accepté. Ils ont chanté deux strophes de la chanson du Graal. Je veux lui rendre hommage parce que c'est vraiment la première fois que ça arrive dans cette commune. Et sans doute dans d'autres. D'abord parce que la plupart des enseignants ignorent maintenant l'importance de ce monument, mais d'une façon plus générale, ils ignorent cet événement. Mais surtout, je veux lui rendre hommage parce que
c'est la fille d'un militant communiste, c'est la petite fille d'un militant socialiste. Bien, voilà. Sa petite fille n'a rien perdu de toute cette tradition et elle a pris l'initiative de réaliser cette petite prestation avec quelques élèves ce matin devant le monument. Je voulais y assister pour la féliciter. Pour le moment, ça s'est très bien passé. Les corps constitués, les militaires qui étaient là faisaient une tête un petit peu étonnée. Le camarade qui est intervenu est l'auteur de ce livre. Vous l'avez vu, il a fait référence à Chichement. Si ça vous intéresse, il est ici disponible 11 €. Je ne touche rien sur le livre, hein. C'est un livre militant. Oui, alors j'aurais le droit de boire aussi, hein, quand même un petit peu.